whatever it is, and noticed then underwear, striped underwear, and determined it was a rear end. Un individu a appelé les urgences près de la route 40 dans la forêt nationale. Il a déclaré avoir vu quelque chose qui ressemblait à un torse humain. Je pensais que c'était peut-être des restes de cochons sauvages abandonnés par un chasseur. En arrivant, j'ai allumé ma caméra d'intervention. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Down here about 2:30, I read a place up here, and there were turkey buzzards. And I followed, they were on the trail here, and I saw them coming from the left, so I walked in and I saw what looked like a blanket piled up. And, you know, I went back, and I just came down here before I called you, and curiosity got the best of me, and I poked at the stick. We'll see. Okay. How far back is it? Right into the left there. I walked it frequently. Okay. I lifted off the sheets with the stick. Okay. And I saw buzzards coming out here. And then it was 15,467. Right over here? Yes, sir. Okay. On a remarqué que c'était juste un torse, sans tête, ni bras, ni jambes. Le corps avait été découpé. C'était ma 4e année dans la police. Et je n'avais encore jamais vu un corps démembré. Voir un cadavre sans tête pour la première fois, c'était choquant. On voit ça dans des films, mais en vrai, c'est totalement différent. C'était stupéfiant. No, sir, maybe once or twice. Usually I walk from the house down here a couple times a day. Okay. If they mow on 40, I would walk, you know, go down, do the 118, do the square, but I haven't walked. Right. So this afternoon I seen the turkey buzzards, and they were coming out. They were in the They were coming from that area, and I saw the blankets. So Okay. I said, you know, it's been my understanding with them, if it's something big like a deer, or, Right. you know. Right. Je voulais obtenir le plus d'informations possible du témoin. Excuse me, sir. I mean, if you want, you just go stand by my vehicle. Donc je l'ai interrogé plus en détail. Currently present with conducting an interview in reference to him calling in a report of a deceased person. How were those sheets the first time whenever you walked down there? It just looks like sheets or cloth or something. Did you notice anything else about the sheets? No, sir. Anything? I walked back there and looked. Okay. Looked like there's some things on top of it. Did you notice anything on top of the sheet? No, sir. No. Okay. You didn't put anything on top of the sheet? No, sir. Okay. Do you have any idea who this person is? No, sir. Okay. Are you okay right now? Yeah, I'm fine. Okay. You live down here? Who lives with you down here? I live alone. I rent. Okay. Is there anybody that you know that lives back here? Is there anybody that you know that... people have come in sometimes and asked me, hey, is there a campground? So it seems like it's busy, you know. Okay. But nobody you know that resides back there? No, sir. A regular back there that's come up missing lately you haven't seen in a while? Okay. I don't really know too many people out here except those on my immediate street. Once our evidence technician gets here, I'm going to probably try to ask you to wait until they get here. That's fine. So we can get a sample of your DNA if you don't mind. No, not at all. But just in case anything crazy, yes, sir, it would be beneficial.
Ma discussion avec l'individu qui avait appelé les urgences m'a mené à le rayer de la liste des suspects possibles. L'enquête sur cette affaire m'a été confiée, donc j'ai pris le relais. C'est clairement un des meurtres les plus horribles que j'ai vus dans ma carrière. La première difficulté, c'était d'identifier la victime. À ce moment-là, notre seul indice, c'était un tatouage très particulier sur l'épaule droite. Il représentait un rouge-gorge perché sur une branche. Quand un corps est exposé aux éléments, en fonction de son état de décomposition, ça devient difficile de dire si la victime est jeune ou âgée, ou de quelle race elle est. La découverte de ce torse soulevait beaucoup de questions. Qui est la victime? Où est le reste du corps? Et qui a pu faire ça? Dès que j'ai vu le torse, je me suis dit qu'on avait affaire à un détraqué. Dans ce type de situation, on consulte forcément la liste des personnes disparues. La disparition d'une dame dans la soixantaine, Robin Upson, avait été signalée par une de ses amies. Elle avait disparu depuis plusieurs jours, et cette personne a appelé le bureau du shérif pour le signaler. Pour confirmer l'identité de la victime, on a été parler avec la mère de Robin Upson, chez elle. When did you last speak with Robin? I think it was the 4th or the 5th. I'm not sure. She was down here, and she used to take care of us and, you know, do a lot of things around here and stuff. Did she have any recent tattoos? Well, oh, she's got a new one on. She had put on her finger, I guess, but she's got a big one on her shoulder of a robin. Of a robin bird? On a appris que Robin avait bien des tatouages, notamment ce motif assez particulier sur le torse, un rouge-gorge. Donc ça nous a permis d'identifier la victime. Et c'était un moment assez triste. We're investigating a case right now where we did find a deceased female. Oh, okay. We don't have her positively identified yet. Well, that must be her. But these are two of the tattoos she has. Yeah, this is on her shoulder, and I don't know where this is, but that looks like it too. Okay. Yeah, it is. And we haven't heard from her, and she isn't like that or anything. But this is it. This is it. That's definitely her tattoo. Yeah. C'était un soulagement d'avoir identifié la victime et de pouvoir associer un nom au torse. C'était une motivation supplémentaire pour retrouver l'individu qui avait fait ça. Mes premiers souvenirs de Robin, c'est dans mon enfance. Elle avait ce petit quelque chose en plus, une lueur dans le regard. Et je crois que ça se voit un peu dans sa photo du lycée. Elle avait un caractère très fort, avec beaucoup de charisme. Avec elle, on n'avait pas besoin d'afficher une façade. Elle était brute de décoffrage. On pouvait boire une bière ensemble, en discutant de tout et de rien. Quand j'ai appris que Robin avait été assassinée et ensuite démembrée, évidemment, j'étais sous le choc. Et l'autre émotion que je ressentais, c'était la colère. Parce que c'est quelque chose d'irréparable. Et tout ce qui reste, c'est les cauchemars qui reviennent encore et encore.
Après avoir obtenu un mandat de perquisition pour la maison de Robin Hobson, on a vu que beaucoup d'arbres avaient été coupés chez elle. Il y avait beaucoup de troncs et de branches empilés devant son garage. La porte du garage était restée à moitié ouverte. Derrière la maison aussi, des arbres avaient été coupés. Dans le salon, on a trouvé un matelas avec des taches de sang. Et dans le garage, il y avait du sang aussi. Partout, par terre, sur les murs, le plafond. Donc là encore, c'est un moment très fort pour nous en tant qu'enquêteurs. Une fois que la victime est identifiée, on a plus de pistes à suivre pour tenter de trouver un suspect. On a utilisé du luminol et un autre produit révélateur pour repérer les zones que le suspect avait essayé de nettoyer. Ça nous a permis de voir qu'il y avait du sang partout, sur les murs et le plafond. On a aussi trouvé des scies avec des traces de sang. Donc on savait que le corps avait probablement été démembré dans le garage. Une des choses importantes, c'était de retrouver le reste du corps. Les membres, la tête. Mais la fouille de la maison n'a rien donné. On a fait du porte-à-porte dans tout le quartier, au cas où un voisin aurait vu ou entendu quelque chose. We're here following up on your friend Robin. Just tell me what's going on. I mean, I know that you said that you're friends with her and that you hadn't seen her in a week. So when's the last time you saw Robin? A week ago, son. L'ami de Robin a dit que son pick-up avait disparu. C'était une information importante, et on voulait en savoir un peu plus. En quadrillant le quartier, on a parlé à une voisine, Patricia. The reason that I'm here is, do you know somebody by the name of Robin Upson? She did. That's who we're here about. That was not surprising. Okay, how do you know, what do you know about Robin? Robin's been my client. Okay. Okay. So, there was a guy, but I just saw him a week ago driving her truck heading south on 440 because I went, what's he doing there? I was a little disappointed seeing it because her truck is remarkably noticeable. Mm-hmm. It's not like it's a white Chevy truck. It's noticeable. You know it's Robin's truck. Was he alone in the truck? Yes. Smoking, she would not allow in her truck. Patricia a dit aux inspecteurs qu'elle avait vu quelqu'un au volant du pick-up, une semaine plus tôt environ, près de la route 441. C'est proche du domicile de la victime. On a pu localiser le pick-up dans le parking d'un café, près de la maison de Robin Hobson. On espérait que quelqu'un avait vu le véhicule arriver, pour éventuellement identifier un suspect. Notamment si une caméra de surveillance avait filmé le pick-up entrant dans le parking. Et le pick-up avait effectivement été filmé. Le véhicule a été saisi en tant que pièce à conviction. Et on est entré en contact avec les employés du café. So obviously you know we're here conducting a missing person investigation. And the person we're looking for, her pickup truck was found in your parking lot, which was the Ford F-150. Yeah. Are you familiar with the owner of that? No. Okay. You don't know who she is? I don't know who she is. Okay. Not at all. All right. When did you see the vehicle? It was around that Tuesday. Tuesday of last week? Of last week. And you know that because that's the day you were working, right? Yeah, that's the only day I was here during the day, because normally I don't come in until midnight.
When did you first notice that vehicle? I seen it like kind of pull in. And do you remember when that was? I mean, what time of day? Or? It had to be it was in the afternoon time. Yeah, it was after I got off work. Okay. And it stood out to me because when I looked on the camera, seeing it pull in, because I always keep an eye over there on the side parking lot. And it was pouring down rain, and all of a sudden I just noticed somebody get out of the truck and they were walking down the road. And I just thought it was odd. And how many people did you see get out? One. Okay. Male, female? It was a man. White, black, Spanish? And which way? This is 441 right up front, right? That's 441. The road parked right here. Yeah, the road that runs behind Jimmy George. So 100. To the right, that way. He went down 119. He went down that way, and that was it. Okay, so he walked down 119. Okay. Did you ever see anybody come back to the vehicle then? No, I kept asking customers if they knew anybody who drove that truck. You know if you touched the windows? No, I didn't, because there's no window tint on it, and I noticed that there was a key on the dash with like a garage door opener, it looked like. Okay. On a appris qu'un homme blanc avait garé le pick-up sous une averse torrentielle et qu'il était reparti à pied en direction de la maison de Robin. En fouillant le pick-up, on a trouvé un ticket de caisse de Walmart. Et parmi les articles achetés, il y avait une scie sauteuse et des sacs poubelles. C'était un tournant dans l'enquête. On a récupéré la vidéo de surveillance de supermarché et on y voyait le pick-up arriver. Ensuite, on voyait un homme blanc entrer dans le magasin et choisir ses articles. Je pensais qu'il avait probablement fait ses achats pour se débarrasser du corps de la victime. Donc maintenant qu'on avait une piste, il fallait absolument retrouver cet individu. Il fallait l'identifier, le retrouver et l'arrêter le plus vite possible. Sur les images de surveillance du supermarché, on voit le pick-up de la victime arriver. Et j'étais persuadé que cet homme blanc était le suspect numéro 1. Donc j'étais déterminé à le retrouver et l'arrêter le plus vite possible, compte tenu de la violence extrême du meurtre et de l'état du corps de la victime. Je me disais que cet individu n'en était certainement pas à son premier meurtre, qu'il était en fuite et qu'il était prêt à tout pour échapper à l'arrestation. Au fil de l'enquête, je suis entré en contact avec la fille de Robin Hobson, Summer. Je pensais qu'elle avait peut-être des informations cruciales pour identifier cet homme. Je l'ai interrogée ici, dans le comté de Marion, en Floride. Again, I'll tell you, I'm sorry. That looks a little bit. He looks meaner there. That looks like Chris. J'ai montré à la fille de Robin Hobson une image des vidéos de surveillance, juste pour confirmer l'identité du suspect. Elle a dit que c'était bien Chris Tagvar, donc on a tout de suite cherché à en savoir plus sur cet individu et sur ses relations avec la victime. Did your mom let people stay with her, to your knowledge? We had talked about that a little bit earlier, but was there any guests in the home besides this Chris guy? The only one is the guy that she allowed to stay with her. He had lived next door and hadn't had to leave for a reason or something. They didn't agree with him, or I don't know exactly what went on there, but he lived at, he had to find a new place, and so he just hopped right over the next house to my mom's place. Okay, but as far as you know, he was not living there. And exactly, he was not living there at that time.
Chris is the only other person though that's actually lived there. Exactly. And just so we can get an idea of what information you might have, when's the last time you spoke to your mom in person, and when's the last time you spoke to her on phone or text message? Or Last time I spoke to her in person was the last time I saw Chris at her house about a year and a half ago. Okay. Well, a little bit more, closer to 2 years ago would be September. the last time we come to visit? The last time we came to visit. Now, would you talk or communicate daily, or once a week, or? Usually about once a week. It very, and just back and forth, a text here, a text there. Right. There would not be 2 weeks in between a text usually, or a phone call. We met him before. She was, I don't even know how many years ago it was, but it was, he came, they tried to do business ventures together twice. Right. The first time was something to do with hemp or something like that. When we were there visiting at her house, he stayed in the room that used to be my room. Chris came over and actually worked and talked to my grandfather and helped out take care of my grandfather. And I think my mom and my grandmother both were like impressed by that and encouraged by that. And I think that's A little more trusting of them because of that. because of that reason. They've also done a one that didn't succeed that led to a bankruptcy or something like that with her, is what she told me, or near bankruptcy, is getting a tattoo parlor. Let's talk a little bit more about Chris. I think you had mentioned that they had gone into business several times. Is this a man of means, or is this a man that was... No, she was the person of means. He was not. He was the one with the ideas. She was the one with the money. Okay. En parlant avec Summer des arrangements financiers entre sa mère et le suspect, je me suis dit que cet homme l'avait probablement manipulé pour financer ses projets. Et ce genre de choses, avec le temps, ça peut vraiment devenir explosif. And you haven't been able to find Chris? Now, do you communicate with him at all? Do you have his phone number? Does he have yours? No phone numbers. I just know he's on Facebook. That's all I know. Under his regular name? Yes, yes, sir. I would ask that if he does reach out to you, either of you, let me know, but also don't let him know that you've talked to the police. Okay. Also, I want to know if this individual, and I know it's really weird, but I have a letter that I want to write. It's not spiteful or hateful. I want to write it, put it in a Bible, and would you or somebody be able to give it to this individual? Because they need you. Because they don't have them. Oh, yeah. Apparently. Yeah, absolutely. And that will help. It will help me heal, I think. And it's what I'm supposed to do. Even though I don't feel that way right now. Right. But I need to. Right. No, I Because understand. that's what Chris wants me to do. Yeah, I understand. En enquêtant sur Chris Tagvar, on a appris qu'il avait vécu à Marshall, au Texas. Donc j'ai pris l'avion pour me rendre sur place et parler avec sa mère. J'espérais en apprendre un peu plus sur le contexte familial. Elle avait peut-être des informations qui... Her name's Robin. And do you know what he owed her money for? Yeah, his business in Hawaii. Did he talk to you about any issues he was having in Florida, any problems, or? She wanted to be more than just friends. Chris Tagvar avait dit à sa mère que Robin voulait plus qu'une relation amicale ou un partenariat d'affaires. Elle voulait plutôt une relation amoureuse. Mais Chris ne voulait pas ça. Donc j'avais de plus en plus l'impression qu'il s'était servi d'elle. Has he ever been violent? Yeah. Domestic squabble type things, but yes, in that sense, yes. He does have a temper. It has to be something that he's passionate about. Right. He has to have an emotion attached to whatever the situation is, to any kind of anger. On avait appris qu'il pouvait se montrer violent, qu'il lui devait de l'argent et qu'il y avait une dispute. Donc pour moi, c'était une accumulation d'éléments. Et c'était toujours les mêmes choses qui revenaient. Des histoires de dettes. Donc je pensais que c'était probablement cette dispute
qui avait abouti en fin de compte à la mort de Robin Hobson. La mère de Chris Tagvar m'a dit qu'il lui avait donné son ordinateur, son téléphone et son portefeuille. Et elle nous les a confiés. Elle m'a remis ces objets volontairement. J'espérais y trouver des informations. Peut-être des photos, des comptes, de la correspondance entre Chris Tagvar et Robin Hobson. Des éléments permettant de comprendre la cause de ces événements et de déterminer ce qu'il s'était passé après que le suspect avait quitté la Floride. Mais on ne savait toujours pas où il était. Il avait disparu. Robin était la plus cool de toute sa génération. Une des choses qu'elle adorait faire, c'était voyager. Et elle adorait ses Harley Davidson. Elle voyageait à travers tous les États-Unis. Même quand elle avait peur, elle disait qu'elle continuerait d'avancer. Il n'y a pas eu de cérémonie, pas d'enterrement. Ma mère m'a dit que la mère de Robin voulait qu'on retrouve ses restes pour pouvoir faire une crémation. D'après moi, compte tenu du traumatisme qui entourait son décès, une cérémonie n'aurait fait que prolonger tout ce stress. Robin était très courageuse. Et c'est ça que je veux garder dans mon cœur, plutôt qu'une pierre tombale. Il n'y a pas de tombe où je pourrais me recueillir. Tout ce qui me reste, c'est mes souvenirs. Quelques mois plus tard, un de nos agents de liaison est entré en contact avec les US Marshals. Et il a pu coordonner les opérations de recherche, notamment au Texas et à Hawaï. J'ai appris grâce à un appel téléphonique que le suspect était peut-être dans la région de Jefferson, au Texas. Un informateur m'a dit que Chris Tagvar était hébergé par quelqu'un dans cette zone. J'ai obtenu l'adresse de cet individu et on a pu arrêter le suspect. Deputies arrested a man accused of killing a woman and dismembering her body. Marion County detectives say they had to look far past Central Florida in order to catch this man. We found out their investigation led them to Hawaii and to Texas, and that is where they made their arrest. Tonight, detectives say 43-year-old Christopher Lee Tagvar is behind bars. C'était une grande satisfaction de savoir le suspect arrêté. Et j'avais hâte de l'interroger. Donc j'ai pris l'avion pour le Texas et j'ai enfin pu lui parler. Here you go, Chris. Look at this. Think I need to worry about you being cooperative or anything? No reason to be uncomfortable. All right, Chris. I said I came here from Florida. So there's a lot of stuff I want to talk to you about. So you and Robin must have somewhat of a decent relationship to come from Hawaii. I met Robin through a friend of mine who's deceased now. Mary. And she was a mutual friend? I mean, Robin knew her and you met Robin through her? I met Robin through her. And I had ended up going down there to basically pay my respects to Mary originally. The trees you were cutting down, were those at Lena's house or at Robin's house? Robin. Okay. I had done some tree cutting, and Robin got upset with me. I don't know if mood swings or what. She wanted me to stop and have a professional come in, and basically she
for lack of better words, told me that she wanted me to get out of her house. I mean, that's a polite way of putting it. I mean, she flew off the handle. Je ne voulais pas commencer à parler du meurtre dès le début de l'interrogatoire. J'avais peur qu'il se referme tout de suite et refuse de répondre. J'espérais gagner sa confiance pour qu'il continue de me parler. Do you know what happened to Robin? What do you mean? I mean, do you know where she is? Do you know what's going on with her? Anything? Have you heard anything at all? I haven't talked to her since. Okay. Have you heard anything that has happened to her, that she's in trouble, that... Huh? Nothing? Okay. All right. And you never saw her again after you left? Yes. Okay. So, I'm working a homicide. Okay, who's homicide? Robin's. And because you're the last one that I can put with her, I need to really get information from you to see where I need to focus my investigation. Robin's mom is beside herself. Summer and her kids are beside themselves. And they want some answers to what happened to Robin, you know? Yeah. After our argument, I had heard her talk to, I don't know if it's gentleman on the phone or in person or what. I was locked in my room. Mm-hmm. And when I came out in the morning, she wasn't there. Il a inventé cette histoire comme quoi il était dans une chambre et il avait entendu Robin Hobson parler au téléphone avec un inconnu. Et le lendemain, quand il a quitté la chambre, elle n'était plus là. Donc je l'avais poussé à admettre qu'il était bien chez la victime avant sa disparition. Mais il essayait quand même de se disculper. She said she's on the phone with some guy? No, I could hear her talking to someone. Okay. Are you just not sure who it was? Yeah. Okay. So when you got up, where would you stay in the house? If you walk in the front door, where was your room? To the right. I know with the truck, her truck, you had parked it at the Internet Cafe at 119th and 441. I did? So I'm kind of curious because that would have been after you said Robin left the truck. You're pointing fingers at a homicide. I was coming to talk to you because you were one of the last ones with her, to see her and talk to her. And I need to know if Chris can answer all these questions for me or if Chris can put me on the right track. On apprend à lire le langage corporel et j'ai vu que Chris savait qu'il était coincé. Donc j'ai pris l'initiative pour avoir plus d'informations. Qu'est-ce qu'il s'était passé exactement? Pour quelle raison? Et où se trouvait le reste du corps? I need you to fill in that blank for me. I felt in my gut that you were gonna be honest with me. And something happened that made Chris do something that is out of character. The relationship with Robin was more platonic, more business relationship, more friendly, romantic. I mean, what kind of? It was a friend relationship. Friend relationship. Okay. Was she content with that? Did she want more than friendship, or? No. Okay. She wasn't content with it. No. She wasn't content. Did she want it to go further than what it went? Yeah. Was Robin helping you out? I know you're trying to. I know you got a business. Was she helping fund that, or was she? She had helped at one point. Yeah. And you know, it's obviously been respected and appreciated. Right. Did you owe any money to her, or pretty much settled up, or? I consider we still owe her. How much do you think you owed her? I believe the original loan was like $16,000. Okay. Something like that. Yeah. Le mobile, c'était l'argent, puisqu'elle finançait ses projets. Et je pense qu'elle avait peut-être décidé de lui couper les fonds. Son investissement ne lui rapportait rien.
Et il n'avait pas répondu aux espoirs amoureux qu'elle avait placés en lui. Elle a peut-être réalisé qu'il s'était servi d'elle. Et quand elle a décidé d'arrêter de lui donner de l'argent, je pense qu'il a explosé. When people are sitting where you're at, they're scared. And I'm not scared, brother. or concerned or whatever, but I'm embarrassed. Robin started yelling at me. I was on the back porch, smoking a cigarette, taking a break. She come in yelling at me, shaking a knife at me. It just got violent. Unfortunately, I had a chainsaw in my hand. she came at you with the knife? Yeah. So what happens when she comes at you? You got a chainsaw in your hand. I went to defend myself, and someone wielding a knife at me. And unfortunately, it was an electric chainsaw. Just only hit the button. That was it. J'avais envie de lui rire au nez, parce que c'était surréaliste ce qu'il essayait de me faire croire. C'est totalement impossible d'allumer une tronçonneuse et de décapiter quelqu'un par accident. Have you met Summer before? Yeah, I did have. I don't want. What's that? I don't want to talk to her. And the reason I ask is Summer wanted me to give this to you. She bought this and she wrote a note. She said as hard as it is for her, she knows she needs to forgive you. We are? Yeah. I don't think defending myself was a sin, but I mean, obviously dismembering her body was not very polite. Right. But at some point, I guess I gotta tell the truth. Yeah. So I told her I'd give that to you when I saw you. Honestly, thank you. Quand il est passé aux aveux, intérieurement j'exultais. J'avais du mal à croire qu'il avait avoué tout ça. La décapitation, le démembrement de la victime. Mais il fallait absolument que je me contienne, parce que je voulais qu'il continue de parler, et qu'il me dise où se trouvait le reste du corps. Did you go to Walmart after that? Yeah. Is that where you purchased the Sawzall? Yeah. And tell me where all that took place at with the Sawzall. Garage. The garage. What did you do with her limbs, her head? No. She's coming at you with a freaking knife, Chris. What happened to her head? I buried him in the backyard. Il a vraiment dessiné un plan du jardin pour montrer où il avait enterré la victime. À ce moment-là, j'avais le sentiment qu'il était sincère. Donc je suis reparti en Floride et on a bien retrouvé les restes. La tête et le visage étaient partiellement couverts de ciment, ce qui a contribué à les préserver, je crois. Il n'y avait aucun doute sur l'identité. Chris Takvar a été inculpé de meurtre avec préméditation. Il a été reconnu coupable et condamné à la perpétuité. Ce verdict, c'était une énorme victoire. D'une part, c'était un soulagement pour la famille de Robin Hobson. Et d'autre part, j'étais fier de notre travail d'enquête. À chaque fois qu'on voit des oiseaux, on pense à Robin. Et on prend le temps de parler. On se rappelle de tous les bons moments qu'on a passés avec elle. Ces photos du lycée, c'est l'époque de mes premiers souvenirs de Robin. Elle était une idole pour moi. Et ce monstre a commis un acte irréparable.
le 24 novembre 1971, à la veille de Thanksgiving. Alors que l'Amérique s'est préparée de rentrer chez elle, elle retrouve une table chaude. Des visages connus et de la promesse presque mécanique d'une fête familiale. Un homme entra dans l'aéroport de Portland avec l'allure la plus banale du monde. Il n'avait rien de désespérado de cinéma, rien de fugitif track. Rien de l'homme qui allait traverser l'histoire comme une énigme. Il ressemblait au contraire à ce que personne ne regarde vraiment. Un cadre fatigue, un passager sans histoire. Un visage de plus perdu dans la lumière froide d'un terminal. Il paya comptant un billet simple pour le volume 305 de Northwest Orient à destination de Seattle. Le billet coûta $20 sur la réservation. Il donna un nom qui, plus tard, deviendrait presque mythologique, Dan Cooper. Si n'est que par une confusion journalistique ultérieure que le monde allait retenir un autre nom, D. B. Cooper, plus SEC, plus Trenchant, plus mystérieux encore. À cet instant pourtant, il n'était qu'un homme en costume sombre, chemise blanche, cravate noire fine, impermeable. Tenant d'une attaché case, avant qu'un sans précipitation vers son avion qui ne devait rester dans les airs qu'une trentaine de minutes. L'FBI, l'Encyclopédie Britannica et les récits historiques sur l'affaire s'accordent sur cette entrée presque insultante de simplicité. Rien dans sa démarche n'en enquête que ces volumes courts deviendraient l'un des mystères criminels les plus célèbres de l'histoire américaine, Federal Bureau of Investigation 1. C'est peut-être cela qui rend cette histoire si troublante encore aujourd'hui, et elle ne commence pas par un fracas. Mais par une discrétion absolue, aucun coup de fou. Aucune course folle, aucune panique immédiate. Seulement la banalité, et parfois. Dans les grands récits criminels, la banalité est la forme la plus efficace du camouflage. À la fin des années 1960 et au début des années 1970, les détournements d'avions faisaient presque partie du bruit de fond du monde moderne. Le phénomène était si fréquent que l'aviation commerciale vivait sous une attention diffuse, une pure administrative presque routinière. Selon Smithsonian, à cette époque, les détournements étaient devenus suffisamment réguliers pour modifier durablement la perception du voyage aérien. Mais justement, cette fréquence avait aussi créé une étrange fatigue morale, un redoute si exactis. Sans toujours imaginer que l'un d'entre eux entrerait dans la mémoire collective non par sa violence la plus visible, mais par l'élégance glacée de son mystère. Cooper surgit dans ces contextes comme un homme qui comprenait son époque mieux que tout le monde, un homme qui savait qu'un geste simple, exécute avec calme, pouvait produire un désordre immense. Smithsonian Magazine, 2. Il embarqua à bord d'un Boeing 727-100. Un détail technique qui semblerait insignifiant dans une autre histoire, mais qui ici pesait d'un poids presque fatal. Comme si le destin, dans cette affaire, s'était logué dans la mécanique même de l'appareil. Il prit place au fond de la cabine. Siege 18. Et selon les versions reprises par les sources les plus souvent citées, et commande un bourbon avec du 7-Up. Rien n'était pressé chez lui, rien n'était excessif. Ceux qui le verront parleront plus tard d'un homme dans la quarantaine, peut-être au milieu de la quarantaine. Mesurant autour d'1,83 m, avec des cheveux sombres. Des yeux bruns, une présence sérieuse, sans éclat apparent. Ce n'était pas un homme qu'on aurait décrit comme charismatique au premier regard, et pourtant, c'est précisément cette retenue qui allait lui donner une autorité presque insoutenable. Il n'avait pas besoin de surjouer le danger. Il allait le suggérer, l'installer. Le faire respirer autour de lui, l'FBI a conservé cette image d'un passager nondescript. Son signe distinctif spectaculaire. Et c'est peut-être le mot le plus inquiétant de tout le dossier. Indefinible, comme si l'évide même de son identité avait été sa première arme. Federal Bureau of Investigation 1, aboard.
Il y avait des voyageurs ordinaires, des employés, des gens qui ne pensaient qu'à l'arrivée, aux bagages. Ordinaire du soir, au retard éventuel. Il y avait aussi l'équipage, un train. Professionnel, habitué à lire rapidement les passagers, à sentir les humeurs d'une cabine comme d'autres, lisant la météo. Une hôtesse de l'air. Florence Schaffner passa près de lui. Il lui remit un mot. Le geste n'avait rien de théâtral. C'est même cette absence de mise en scène qui glace encore. On imagine souvent les criminels cherchant à dominer l'espace. À imposer leur présence, lui faisait l'inverse. Il déposait la menace comme on dépose une facture, avec la certitude qu'elle sera louée. Schaffner, selon le récit entré dans les archives, pensa d'abord qu'il s'agissait peut-être du numéro de téléphone d'un homme tentant sa chance avec une hôtesse. Il faut s'arrêter une seconde sur cette erreur. Elle est humaine, presque tendre. Et c'est justement ce qui la rend terrible dans les premières secondes de l'affaire. Quelqu'un a confondu la promesse du désastre avec un geste banal de flirt. Cooper la regarda et lui dit: In substance, qu'elle ferait mieux de lire le mot. Car il avait une bombe. Cette phrase suffit à faire basculer le volume entier dans une autre réalité. L'FBI et History rapportant cette scène comme l'un des pivots les plus célèbres de l'affaire, Federal Bureau of Investigation 1. À partir de là, le temps ne s'écoule pas normalement. Dans un récit criminel classique, on attend l'explosion, l'éruption, le cri. ICI, tout s'étrangle à l'intérieur du silence. Schaffner s'assoit près de lui. Il ouvre légèrement sa mallette. Elle est aperçue ce qu'il lui présente, comme un dispositif explosif, si geste. Encore une fois, dit tout sur lui. Juste assez de démonstration pour convaincre, jamais assez pour perdre le contrôle. Puis viennent les demandes, nettes. Calculis, désormais historiques. $200,000 in billets de 20. 4 parachutes et un camion citerne prêt à ravitailler l'appareil à l'atterrissage. $200,000 in 1971. Si n'est pas seulement une somme importante, c'est une somme pensée pour être transportable. Exigible, credible dans l'urgence. Et suffisamment lourde pour prouver que l'homme n'improvisait pas. Le FBI rappelle que ces demandes furent transmises au cockpit. Puis aux autorités et à la compagnie pendant que l'avion poursuivait sa courte trajectoire vers Seattle. Tout est là. Déjà, la menace, la méthode, la précision. Ce n'est pas la fureur d'un homme acculé, c'est la chorégraphie d'un homme qui semblait avoir un visage chaque étape avant même de franchir le comptoir du terminal. Federal Bureau of Investigation 1, c'est ce calme qui fait naître la fascination. Mais aussi une forme de malaise plus profonde, car dans les grandes affaires criminelles, il existe des monstres évidents, tapageurs, effrayants dans leur brutalité, et puis il existe des hommes comme celui-ci. Plus dérangeants encore parce qu'ils donnent l'impression d'avoir, remplacent l'émotion par une logique froide. Il ne gesticule pas. Il ne s'importe pas inutilement. Il n'a pas besoin d'humilier. Il administre la peur avec une voix basse, plus tard. Plusieurs récits souligneront qu'il se montre courtois par moments, presque poli. Et qui ne l'humanise pas, ou du moins pas au sens rassurant du terme. Cela le rend plus opaque, un homme dangereux mais raffiné. Menaçant mais mesure, est souvent plus effrayant qu'un homme simplement violent. Parce qu'il force ceux qui lui font face à négocier non seulement avec la peur, mais avec l'illusion du raisonnement. Et l'illusion du raisonnement, dans un détournement, est une armée formidable. Elle le pousse à croire qu'on peut maintenir l'ordre. Que tout peut encore rester contenu, qu'il suffit d'obéir et d'attendre. Cooper semblait comprendre cette psychologie instinctivement. Federal Bureau of Investigation 1
pendant que l'avion se dirigeait vers Seattle. Le cockpit transmettait. Les autorités s'agitaient. La compagnie tentait de réunir ce qui avait été demandé. Le petit volume regional, presque banal, se transformait en théâtre clos où chaque minute devenait plus lourde que la précédente. La cabine. Elle demeurait largement, ignorante de l'ampleur de ce qui se jouait. Il y a dans cette image quelque chose de profondément cinématographique et pourtant atrocement réel. Des passagers assis à quelques rangs d'un homme qui vient de redessiner leur destin immédiat. Tandis que continuent encore, pour un temps, à exister dans une version ancienne du monde, une version où le plus grand souci est peut-être un retard à un rendez-vous manqué. Cette coexistence de deux réalités, la réalité ordinaire des passagers et la réalité tendue du détournement donne à l'affaire sa texture la plus étrange. Le drame est déjà total. Mais il ne cesse pas encore montrer à tout le monde, il avance masque. Comme son auteur est pendant ces temps. Dehors, les forces de l'ordre et les responsables de la compagnie savent qu'ils n'ont pas affaire à une force quelconque. Les demandes sont trop précises, le ton trop stable. La temporalité trop bien maîtrisée. Federal Bureau of Investigation 1. Quand l'appareil approche de Seattle, le ciel du nord à ouest américain avait déjà quitté d'un site gris qui semblait absorber les sons et refroidir les décisions. On imagine facilement la scène au sol. Téléphones qui sonnent. Ordres brefs, visages tendres. Argent rassemblé dans l'urgence, parachutes réquisitionnés. Calculs, protocoles. Peu d'un faux geste, l'affaire. À ce stade, aurait pu s'effondrer dans la confusion. Mais elle est pris au contraire une forme presque administrative, si qui la rend d'autant plus saisissante. L'FP rappelle que les parachutes c'est de l'argent furent préparés pour être livrés à Seattle-Tacoma, conformément aux instructions du pirate. Dans cette mécanique, on sent déjà apparaître le paradoxe central de l'affaire. B. Cooper. L'État, la compagnie aérienne. La technologie, tous ces systèmes lourds et organisés, se retrouvant à obéir au tempo d'un seul homme assis au fond d'une cabine, un verre commande peu plus tot. Une cravate fine au cou, un nom possiblement faux dans la poche. Le pouvoir change parfois de main sans bruit, et c'est ce que cette soirée racontait aussi. Federal Bureau of Investigation 1. L'avion se pose finalement à Seattle en fin d'après-midi. Là encore, les détails que nous donnent à la scène une puissance particulière. Le Boeing fut stationné à l'écart sur une zone partiellement éclairée. Loin du terminal principal, comme si tout le monde comprenait qu'il fallait maintenir la négociation dans une semi-obscurité. À distance du public, loin d'un regard qui transformerait immédiatement le drame en spectacle. Cooper exigeait qu'un seul représentant de la compagnie approche avec l'argent et les parachutes par la porte avant de l'escalier d'embarquement. L'un des responsables de Northwest, Al Lee, fut chargé de cette remise, et les sources rapportent qu'il troqua son uniforme contre des vêtements civils pour éviter tout risque que le pirate ne le prenne pour un policier. Le détail paraît minime, mais il dit beaucoup de la fragilité du moment. Une couleur, un tissu. Un bouton, un reflet dans la lumière du tarmac. Et toute l'équation pouvait s'embraser si n'était pas seulement une transaction. C'était une scène où chaque signe visuel pouvait devenir une question de vie ou de mort. Federal Bureau of Investigation 1. À l'intérieur, l'air devait avoir changé. Même lorsqu'un danger de mieux continue, il modifie la respiration de l'eau. Il n'est pas difficile d'imaginer les mains un peu plus crispées, les voix un peu plus basses. Le sentiment croissant que le temps s'étirait anormalement est au centre de cette tension. Cooper restait maître de lui-même, et c'est cela qui fascinait tant d'auteurs. D'enquêteurs et de spectateurs depuis plus d'un demi-siècle, il ne se contente pas d'être l'auteur d'un crime spectaculaire. Il semblait presque diriger le climat émotionnel de toute la scène.
il n'est pas un homme qui réagit à l'événement, il laisse l'événement. Les sources publiées par le FBI et reprises ensuite par d'autres récits montrant un pirate qui surveille, measure, decide, tout en laissant autour de lui une marge suffisante pour que chacun espère encore éviter le pire. C'est une forme de domination extraordinairement moderne. Contraindre sans frapper. Obtenir sans courir. Terroriser sans hausser la voix. Federal Bureau of Investigation 1. Quand l'argent arrive enfin. Conditionner un billet de $20 dont les numéros de série avaient été relevés. Le faire franchit un sol invisible. Avant cette remise, il était encore possible de croire à un incident suspendu. À une crise continue. À une menace qui pouvait se résoudre avant de devenir légende. Après cette remise, tout changea. Le homme qui se faisait appeler Dan Cooper n'était plus seulement un pirate de l'air menaçant un appareil. Il était désormais en possession concrète d'une fortune suffisante pour transformer sa fuite en idée. Le fait que les numéros des billets ayant été enregistrés ajoutait au récit une qualité presque romanesque. Comme si le système, humilié de devoir céder, avait tout de même laissé une empreinte invisible sur sa propre reddition. Cet argent portait déjà la mémoire de la chasse qui allait suivre. Plus tard, lorsque l'affaire deviendrait l'une des plus longues obsessions du FBI, cette précaution prendrait un relief particulier, la somme, le type de billets, la traçabilité partielle. Tout cela montre que même dans la soumission apparente, les autorités préparaient déjà le futur de la traque. Federal Bureau of Investigation 1. Puis survint le moment le plus étrange. C'est lui qui fait basculer cette histoire d'un détournement vers une énigme presque métaphysique. Cooper autorisa la libération des passagers. Si choix fondamental participe encore à la singularité du personnage, il réduit le nombre de témoins, simplifie la cabine, allège la scène. Mais il produit aussi quelque chose de beaucoup plus troublant sur le plan narratif. Il vide progressivement l'affaire de sa foule. Comme s'il préparait le huis clos ultime, les gens descendant. Rejoignant la terre fermée, probablement secousés, confus, incapables de mesurer pleinement ce qu'ils viennent de vivre. Ils ont survécu à la première partie de l'histoire, sans savoir quoi ils quittent aussi le dernier moment où l'événement aurait pu rester simplement humain. Simplement policier, simplement explicable. Quand un détournement se termine par la libération des passagers, on pourrait croire que la tension retombe. ICI, elle ne faisait que changer de forme. Elle cessait d'être collective. Elle devenait purement mentale. Presque abstraite, tendue vers une question qui n'avait pas encore été posée mais qui attendait déjà dans la nuit. Jusqu'à cet homme irait-il? Federal Bureau of Investigation 1. L'avion n'était plus désormais qu'un décor resserré autour de quelques personnes, le pirate. Une partie de l'équipage, la machine, la météo, le carburant, les ordres à venir, et dans cette réduction brutale du monde, le personnage de Cooper grandit encore. Place la scène se vide. Place sa silhouette devient centrale. C'est souvent ainsi que naissent les figures criminelles qui traversent le temps. Elles absorbent autour d'elles tout ce qui pourrait les relativiser, moins il reste voix. Place la leur dominer. Pourtant, ce n'est pas seulement sa décision qui intrigue. C'est le genre d'esprit qu'elle suggère. Libérer les passagers n'est pas un geste de compassion dans ce contexte. C'est un acte de stratégie. C'est un lever de l'équation ce qui encombre. Ce qui ralentit, ce qui multiplie les inconnus. Cette affaire nous confronte alors à une idée dérangeante. L'élégance apparente d'un criminel peut n'être que la forme polie de son calcul. Et ce calcul, in devenant visible, donne à l'histoire une puissance presque claquante. Elle cesse d'être celle d'un homme nerveux qui improvise sa sortie. Elle devient celle d'un homme qui semble avoir pensé à la scène suivante avant même que la première ne soit terminée. Federal Bureau of Investigation 1.
Il faut aussi comprendre ce qui représentait le Boeing 727 dans l'imaginaire de l'époque et dans la logique matérielle de l'affaire, cet avion. Avec son escalier arrière intègre, offrait une caractéristique qui deviendrait cruciale. Ce n'est pas encore le moment du saut. Pas encore le moment où le homme va se dissoudre dans la tempête et entrer définitivement dans la légende. Mais déjà, dans cette première partie de l'histoire, tout semble orienté vers cette possibilité technique, le choix de l'appareil. La nature des demandes, les instructions données plus tard pour la suite du volume. Tout suggère une pensée en profondeur, même si toutes les compétences exactes du pirate restent inconnues. L'affaire a durablement nourri l'idée qu'il possédait au minimum une certaine familiarité avec les contraintes de l'aviation commerciale. Les sources officielles du FBI insistent sur les demandes opérationnelles qu'il formule ensuite pour la suite du trajet. Et c'est cette précision qui pousse encore les enquêteurs et les passionnés à chercher derrière le homme banal un profil plus complexe, militaire. Technicien, employé à l'aéronautique. Simple lecteur obsessionnel, place en avance. Place le mystère s'épaissit au lieu de se réduire. Federal Bureau of Investigation 1. Et qu'est-ce ici, dans cet entre-deux presque irréel, que l'affaire prenne toute sa dimension humaine, car derrière la fascination populaire, derrière les affiches, les documentaires, les théories, il y a eu des êtres réels enfermés dans cette cabine. Confrontés à un homme qu'ils devaient observer sans le provoquer, écouter sans le contredire. Servir sans jamais oublier qu'il désire transporter une bombe. Dans les récits rétrospectifs, Cooper apparaît souvent comme une silhouette brillante, presque littéraire. Tant son acte semblait avoir des scénaristes avec un sens aigu de l'image, mais pour les personnes présentes, il n'était pas une légende en train de se fabriquer. Il était un risque immédiat. Une erreur de lecture moderne consiste parfois à romantiser son calme. Il faut résister à cette tentation. Le calme d'un homme capable de tenir un avion en haleine n'est pas une grâce, c'est une méthode de domination, l'élégance. Dans ce cas, n'adoucit rien. Elle rend simplement la menace plus difficile à saisir, plus insidieuse. Plus memorable, c'est sans doute pour cela que l'histoire n'a jamais quitté la culture populaire. Parce qu'elle met ainsi non seulement un crime, mais une performance de contrôle si pure qu'elle paraît presque irréelle. Federal Bureau of Investigation 1 est pourtant, au cœur de cette maîtrise, quelque chose de profondément fragile affleure déjà. Cartout plan, même le plus minutieux, dépend toujours d'un territoire qu'il ne contrôle pas entièrement, la météo, le métal, l'angoisse des autres, la chance, la nuit. En ce sens, la première partie de l'histoire de D. B. Cooper n'est pas seulement celle d'un homme qui impose sa volonté. C'est celle d'un homme qui croit pouvoir négocier avec les chaos. Il vient d'obtenir l'argent. Il vient d'obtenir les parachutes. Il vient de prouver qu'il peut dicter ses conditions à une compagnie aérienne. Aux autorités, à une équipage entière. Mais c'est souvent à l'instant précis où un criminel se sent le plus fort que son récit devient le plus vulnérable, non pas devant la police, mais devant le réel. La nuit qui l'attend n'a ni parole, ni sympathie, ni admiration pour l'audace. Elle prend les hommes comme ils viennent, et déjà. Sans que personne à bord ne puisse encore le formuler clairement, quelque chose se prépare qui dépasse le simple détournement. Non pas seulement un chantage aérien, mais une disparition en devenir. Un glissement hors du monde visible, un rendez-vous avec l'obscurité du nord-ouest américain que ni l'argent. Ni la précision, ni le sang-froid ne pourront rendre docile. Cette sensation, elle est saoulée. Sophie explique pourquoi l'affaire Cooper ne ressemblait à aucune autre. Elle ne nous attire pas seulement parce qu'un homme a réussi un geste impossible. Elle nous hante parce qu'au moment où il semble contrôler chaque détail, l'histoire s'ouvre soudain sur une immensité qui pourrait l'engloutir tout entier.
Et c'est cela qui commence véritablement son mandat. Federal Bureau of Investigation 1, bien avant que le Boeing 727 ne devienne une chambre de négociation suspendue dans le ciel gris du nord-ouest américain, avant que des billets de $20 soigneusement répertoriés ne soient glissés dans un sac et livrés à un homme dont le visage allait bientôt hanter les archives, avant même que le nom de Cooper ne s'accroche à l'histoire comme une écharde impossible à retirer, il y avait une pace fatigue. Nos vues traversent par une impression diffuse de désordre. C'est cela qu'il faut revenir maintenant, non pour ralentir le récit, mais pour comprendre le climat dans lequel un homme pareil a pu apparaître, surtout. Pour être presque credible, l'Amérique de 1971 n'était pas un décor neutre. C'était un territoire moralement juste, politiquement tendu, émotionnellement poreux. La guerre du Vietnam n'était pas seulement une guerre lointaine, elle s'était infiltrée dans les conversations, dans les familles, dans les visages de retour, dans les bulletins télévisés, dans l'autorité elle-même. La confiance n'occupait place le centre, le doute s'y était installé. Les institutions parlaient encore avec gravité, mais une partie du pays écoutait déjà avec méfiance. Dans un tel monde, il devient plus facile qu'on ne le croit pour un homme calmé, bien habile, sans allure extravagante, de glisser entre les mailles, de s'effondrer dans la fatigue collective, de devenir presque invisible à force d'être plausible, s'il n'est jamais un hasard si certaines affaires éclatantes à certains moments précis. Les crimes les plus durables dans la mémoire publique sont souvent ceux qui semblent condenser une époque entière en un seul geste. L'affaire Cooper porte cette marque des 16 premiers battements. Elle surgit dans un pays où voyager en avion conserve encore quelque chose d'élégant et de rapide, mais où la sécurité n'a rien de comparable avec la forteresse moderne qu'elle deviendra plus tard. On ne retire pas ses chaussures, on ne traverse pas d'immenses zones de contrôle bardées de procédures humiliantes. On peut approcher l'avion avec plus de fluidité, plus de simplicité. Presque avec une forme d'innocence bureaucratique aujourd'hui disparue, un homme muni d'un billet, d'une cravate et d'une attachée. Cass n'a pas besoin de convaincre longtemps le monde qu'il est à sa place. Il lui suffit d'avoir l'air d'appartenir au paysage. Voilà peut-être la première vérité terrible du dossier. Le déguisement de Cooper n'était pas un costume. C'était la normalité elle-même, si l'on veut raconter cette histoire avec honnêteté. Il faut donc s'attarder non sur ce que l'on sait déjà du pirate dans l'avion, mais sur ce que l'on ne saura peut être jamais de l'homme qui a marché jusqu'à cet avion. C'est là que le récit devient plus sombre, plus glissant, presque psychologique, parce qu'avant d'être une silhouette dans la cabine, Cooper a dû être un homme dans une rue, un homme dans une chambre, un homme devant un miroir, un homme qui pensait. Il a dû connaître la patience, l'ennui, peut-être la rancœur. Il a dû apprendre à attendre les bons moments. Il a dû comprendre quelque chose du monde autour de lui, ses faiblesses, et ses routines, et ses atroces. Si Jean rédacte n'est pas d'une impulsion pure, il n'est d'un mélange plus inquiétant de lucidité et de détachement. Quelque part, dans les jours ou les semaines qui ont précédé le 24 novembre 1971, il a fallu que quelqu'un décide non seulement de réclamer une rencontre en plein volume, mais d'organiser sa propre disparition derrière ses gestes. Cela suppose une qualité mentale particulière, pas seulement du courage. Mot trop noble pour le contexte, pas seulement de la folie. Mot trop commode, plutôt quelque chose de plus froid. La capacité de considérer les autres comme des variables, l'espace comme une opportunité, la peur comme une outlet l'inconnu comme un terrain acceptable. On aime parfois imaginer Cooper comme un homme déjà about, poussé par la nécessité, écrasé par les circonstances. Mais cette hypothèse a quelque chose de trop propre, de trop rassurant.
Les histoires humaines les plus troublantes ne sont pas toujours celles où quelqu'un est acculé à l'extrême, et sont parfois celles où quelqu'un semble choisir. Avec calme, on suit la franchise. Il existe dans l'ombre de cette affaire un homme qui a possiblement travaillé, paye des repas, parle à des voisins, croise des inconnus. Peut-être sourit à une caissière, peut-être lu un journal dans un café. Tout important déjà en lui l'idée d'un acte qui le placerait hors de toute existence ordinaire. Cette coexistence est vertigineuse. Imaginez qu'un esprit puisse continuer à vivre parmi les gestes communs tout en préparant un saut vers l'inconcevable. Voilà ce qui donne à l'histoire son épaisseur morale. Le crime n'entre pas dans le monde comme un éclair étranger. Il s'y fabrique souvent à l'abri des apparences les plus banales. Et puis il y a la date, la veille de Thanksgiving. Si joyeuse, si intelligente, si simple. Si presque cruel qu'il oblige à regarder Cooper autrement. Il ne choisit pas un jour ordinaire. Il choisit un moment où le pays ralentit sans se détendre vraiment. Où les aéroports se remplissent, où les emplois violents que tout se passe vite. Où l'attention est divisée entre l'efficacité, la fatigue et l'approche de la fête. Il choisit un instant où la normalité est déjà sous tension, dans les familles. On pense au dîner du lendemain, dans les entreprises. On expéditie qui doit l'être, dans les terminaux. On voit défiler place de visages, place de manteaux, place de bagages, place de distractions. Tout cela augmente le bruit du monde, et le bruit du monde est l'allié naturel des actes méthodiques. C'est ainsi que les plans solides se cachent, non dans l'exception. Mais dans l'embouteillage de l'ordinaire, il faut alors imaginer Portland, non comme une ville de carte postale, mais comme un sous. Un lieu de passage, un point de départ qui ne sait pas encore ce qu'il est en train de laisser sortir de lui. Un homme arrive à l'aéroport, il n'est pas suivi. Il ne fuit rien de visible, il ne porte pas le costume trop voyant de celui qui joue un rôle. Il avance avec cette neutralité de gens qu'on oublie aussitôt après les avoir croisés. C'est justement cette faculté d'effacement qui devient le premier chapitre réel de son pouvoir. Dans certaines affaires, la violence se reconnaît à sa masse. A sun eruption, a sun brute. ICI, elle commence par l'effacement. Cooper n'invite pas l'espace, il s'y dissout. Pour un futur fugitif, c'est la meilleure façon d'entrer en scène. Si qui rend sa figure encore plus insaisissable, c'est qu'elle semble assemblée à partir de détails presque archétypaux. Le costume sombre, la chemise blanche, la cravate noire, la tache case. Le verre commande sans agitation, aucun de ces éléments. Plus supérieurement, n'a quoi que ce soit d'extraordinaire. Mais ensemble, ils produisent un personnage qui ressemble à une fonction plus qu'à un individu. Comme si l'homme avait compris qu'il devait moins se déguiser en autre chose qu'un symbole acceptable de l'époque, le voyageur d'affaires. Le passager sérieux, le professionnel. C'est une leçon que l'on retrouve souvent dans les crimes les plus habiles. L'apparence la plus utile n'est pas celle qui invente un visage inédit, mais celle qui emprunte à la société un visage qu'elle connaît déjà, en revêtant les codes du respect apparent. Cooper désarmait à l'avance une partie du regard qui aurait pu s'attarder sur lui, mais derrière ces masques sociaux, il y a une question qui ronge l'affaire depuis plus d'un demi-siècle. Qui était-il avant d'être Cooper? Habitué à l'équipement ou risqué? Aux procedures. Était-il un technicien? Un employé ayant suffisamment observé l'aviation pour comprendre les études spécifiques d'un 727? Était-il un lecteur passionné de récits d'aventure? De bandes dessinées, de magazines spécialisés? Un homme qui avait lentement mêlé imagination et opportunisme jusqu'à se convaincre que l'opération était possible. Était-il seul depuis longtemps?
Était-il mari? Est-ce qu'une femme quelque part la regarde un soir rentrer plus tard que d'habitude sans savoir qu'elle vivait peut-être auprès d'un homme en train de devenir une ombre historique? Est-ce qu'un enfant, un voisin, un collègue, un jour repense à lui avec un frisson des années après, en se disant que certains silences, certaines absences, certaines rigidités soudaines prenaient enfin un sens sinistre? Rien de tout cela n'est certain, et c'est précisément ce vide qui donnait à l'affaire son pouvoir corrosif. Le mystère n'est pas seulement de savoir où il est fini. Le mystère commence plus tôt. Comment un homme se prépare-t-il à sortir ainsi du monde sans que le monde s'aperçoive qu'il était déjà en train de partir? Il est possible, bien sûr, qu'une partie de la réponse se trouve dans le ressentiment. Non pas le ressentiment spectaculaire, flamboyant, revendique, mais cette usure plus discrète, plus quotidienne, plus dangereuse parfois, qui s'accumule dans les marges de l'existence. Il y a des hommes qui ne se sentent pas battus par une seule catastrophe, mais diminuent lentement par des années d'effacement, de déclassement, de déception, de solitude ou d'amertume. Des hommes qui regardent les autres continuer à vivre selon les règles alors qu'eux-mêmes se persuadent que ces règles n'ont rien tenu de leurs promesses. Dans une époque agitée, avec des vétérans perdus, des carrières brisées, des hiérarchies qui se fissurent, il n'est pas difficile d'imaginer un profil qui n'aurait pas sombre dans la marginalité pure. Mais dans quelque chose de plus ambigu, une colère domestiquée. Une colère assez instruite pour ne pas se crier, assez forte pour se transformer en plan. Aussi qui frappe chez Cooper, dans la manière même dont l'acte se déploie. C'est ce qu'il ne semble pas rechercher une gloire immédiate. Il ne fait pas irruption pour exister sous les projecteurs. Il ne rédigue pas un manifeste. Il ne cherche pas à convertir son crime en tribune idéologique. Cela rend son geste paradoxalement plus opaque et plus fascinant. Les criminels qui expliquent tout rassurant presque. Parce qu'ils livrent un schème, lui ne livre presque rien. Il agite, il prend. Il disparaît. Cette absence de justification transforme l'affaire en miroir. Chacun y projette ce qu'il croit voir. Un aventurier. Un homme désespéré. Un professionnel. Un imposteur chanceux. Un patriote de QUI. Un criminel méthodique. Un suicidaire sophistique. Mais le récit lui-même refuse de trancher. Est-ce cette résistance qui le maintient vivant? Il faut aussi regarder le pays à hauteur de cabine, à hauteur de passagers, à hauteur de procedure en 1971. L'aviation commerciale américaine est déjà moderne, rapide, impressionnante, mais elle n'est pas encore douciée par la paranoïa sécuritaire qui viendra plus tard. On embarque plus légèrement. On transporte encore une idée du voyage où la commodité prime sur la suspicion systématique. Les compagnies veulent faire circuler, faire partir, faire arriver, cette fluidité, qui semble civilisée, contient en elle sa propre vulnérabilité. Chaque système est créé pour rendre la vie plus simple peut-être retourne par quelqu'un qui en comprend assez bien les habitudes. Cooper appartient à cette catégorie de menaces qui ne frappent pas un système de l'extérieur, mais de l'intérieur en utilisant sa confiance contre lui. Il n'a pas besoin de détruire l'organisation du transport aérien. Il lui suffit d'exploiter ce qu'elle suppose de l'être humain moyen. Et c'est peut-être là, dans ce mode moyen, que se loge une autre clé. Cooper ne devait pas être extraordinaire au sens visible du terme, il devait être lisible. Comprehensible au premier coup d'œil, presque ennuyeux. On sous-estime souvent la force stratégique de l'ennui. Les êtres qui ne semblent pas réclamer l'attention se déplacent plus librement. Ils entrent plus facilement dans les angles morts du regard social. Le monde contemporain, déjà à l'époque, savait repérer les désordres qui s'annoncent trop forts. Il savait moins bien repérer l'intelligence patiente et cachée dans le conformisme apparent. Si Cooper a réussi à construire sa première victoire, elle commence là, dans l'usage de la respectabilité comme couverture souple.
dans l'exploitation de cette paresse du regard qui classe vite et oublie aussitôt. Mais tout cela ne suffit pas. Pour qu'un tel plan existe, il faut plus qu'une compréhension du système. Il faut un rapport particulier à la peur, non pas l'absence de peur, mais the plural, mais la faculté de vivre assez longtemps sans sa compagne pour qu'elle cesse de gouverner chaque geste. Il faut être capable d'entrer dans un aéroport avec, déjà, la conscience que l'on va menacer, négocier, tromper, peut-être mourir. Il faut être capable de s'asseoir parmi des inconnus en sachant qu'on porte sur soi les centres de gravité d'un futur drame. C'est là que le personnage cesse d'être seulement malin et devient plus inquiétant. Beaucoup d'hommes ont des idées extrêmes, très peu peuvent les porter jusqu'à la scène, jusqu'au corps, jusqu'à l'addiction, jusqu'au silence nécessaire. Le vrai saut il est là. Non dans l'imagination du crime, mais dans sa mise au monde. Cooper, quel qu'il était? Affranchissé seul, on peut alors imaginer les heures qui ont précédé l'embarquement comme une zone de paiseur psychique presque insoutenable. S'est-il révélé tout? A-t-il mangé? A-t-il relu un papier, vérifié mentalement des étapes? A-t-il hésité une seconde devant une vitrine, en voyant son reflet? En comprenant qu'après cette journée, il ne serait plus jamais seulement un visage dans la foule. A-t-il éprouvé un dernier mouvement de recul? La sensation brève et presque animale que l'on ressent avant de commettre un acte irréversible? Ou bien, au contraire, était-il déjà passé au-delà du tremblement, vidé de toute sentimentalité? Enfermé dans cette concentration particulière que l'on observe chez ceux qui ont répété en silence longtemps avant d'agir, c'est ici que le récit se charge d'une noirceur plus intime. Car les plus grands mystères ne sont pas seulement spatio-policiers, ils sont intérieurs. Ils concernent ce qu'un homme s'est dit à lui-même juste avant de devenir un autre dans le regard du monde, et puis il y a cette autre possibilité. Plus dérangeante encore, qu'il n'a pas eu besoin de se convaincre très longtemps. Qu'il a déjà cultivé depuis des mois, voire des années. Une séparation entre les personnages, social et le noyau profond de sa volonté. Certaines existences se sentent sans bruit. En surface, elles continuent à fonctionner. En profondeur, elles se retirent du contrat commun. Elles observant, calculant. Gardant pour elles une seconde de vie mentale. Si Cooper appartenait à cette catégorie. Alors le volume 305 n'a pas été un dérapage. Il a été la révélation soudaine d'une fracture plus ancienne. Une fracture si bien cachée que personne, ou presque, n'a su la voir avant qu'elle ne s'ouvre dans le ciel. C'est qui rend la partie précédente, le détournement si riche pour un récit. C'est ce que tout est encore possible. Tant qu'il n'a pas tendu le billet à l'hôtesse. Il est seulement un homme qui marche, tant qu'il n'a pas murmuré qu'il a une bombe. Il n'est encore qu'un passager, tant qu'il n'a pas formulé ses exigences. Il peut encore n'être personne. Il existe dans cette avant une tension magnifique et terrible. L'histoire est déjà en marche, mais elle n'a pas encore pris forme publique. C'est le moment où le homme et le mythe sont encore collés l'un à l'autre. Après, ils se sépareront. Le homme disparaîtra. Le mythe restera. Voilà pourquoi il faut s'attarder ici. Parce que c'est probablement le dernier endroit du récit où Cooper existe encore comme être humain complet. Non pas comme silhouette légendaire, mais comme présence de chair, de souffle, de habitudes, de pensées inconnues. Imaginons maintenant les gestes les plus ordinaires, ceux que l'histoire ne retient jamais mais qui informent pourtant la pulpe secrète. Un manteau qu'on ajuste, ou une cigarette fumée avant d'entrer. Un regard lance au tableau des départs, une pièce rendue à une caisse. Le bruit des semelles sur le sol de l'aéroport, le froissement d'un billet glissé dans une poche. TOUS details, ces availlantes de films. C'est rien aujourd'hui auscultés jusqu'à l'obsession, mais parce qu'ils se sont perdus.
Ils deviennent encore plus puissants. L'absence d'image oblige l'imagination à travailler. Et l'imagination est la meilleure alliée des mythes. Si que l'on ne voit pas chez Cooper prennent plus de poids que ce que l'on sait. C'est le privilège étrange des figures qui échappent à la capture. Elles se reconstituent sans cesse dans le vide qu'elles les sont. Pourtant, il serait faux de dire que ces vides rendent l'affaire abstraite. Au contraire, plus on s'approche de ce qui manque, plus on ressent la densité humaine de ce manque. Quelqu'un a fait cela. Quelqu'un respire cet air, porte ses vêtements. Tenu que c'était mallette, quelqu'un observe assez attentivement le monde pour comprendre qu'un volume court entre Portland et Seattle pouvait devenir une première signe idéale. Quelqu'un a jugé que le risque d'échouer était acceptable face à ce qu'il espérait obtenir, et si quelqu'un a suffisamment maîtrisé son visage pour traverser des regards sans être stop. C'est une pensée profondément troublante parce qu'elle détruit une illusion à laquelle on tient volontiers. Celle que les actes extraordinaires sont toujours annoncés par des êtres extraordinaires. Non, parfois, ils viennent d'hommes qui savent parfaitement imiter le gris à mesure qu'on avance vers le moment de l'embarquement. Une autre vérité s'impose, le futur Cooper n'est pas seulement en train de préparer un crime. Il est en train de se préparer à affronter des témoins directs, des femmes et des hommes qui le verront à quelques centimètres. Entendront sa voix, noteront ses manières. Se rappelleront sa coupe de cheveux, la forme de son visage. Son regard peut être même l'odeur de sa présence. Cela demande un autre type de sang-froid que le simple calcul technique. Il ne suffit pas de connaître un avion ou d'avoir prévu une rencontre. Il faut être capable d'habiter un personnage sous pression, de maintenir une cohérence, de tenir dans la proximité humaine sans se briser. On revient ici à cette idée essentielle. Cooper n'est pas seulement un planificateur, il est aussi, dans une certaine mesure, un acteur. Pas un acteur flamboyant, mais un acteur de basse température. Capable d'imposer une version de lui-même suffisamment stable pour que les autres s'y conforment. Et ce jeu d'interprétation soulève une question presque philosophique. À partir de quand un faux nom devient, il y a une seconde époque, quand il achète son billet sur le nom de Dan Cooper. S'agit-il seulement d'un écran, ou bien, pendant quelques heures, cet homme devient-il réellement Dan Cooper? Au point que le reste de sa vie, quel a été cesse momentanément d'exister. Il y a dans les crimes prémédités une dimension théâtrale que les dossiers judiciaires décrivent mal. Non pas parce qu'il serait esthétique, mais parce qu'il oblige que lui qui le commet à se fabriquer une présence spécifique. Un faux nom n'est pas qu'une protection, c'est souvent un sas. Une façon de quitter l'ancien soi, même provisoirement. Le problème, dans l'affaire Cooper, c'est que ça peut être fonctionné trop parfaitement. Le faux nom reste. Le homme, lui, c'est dissous derrière dans cette pénombre psychologique. La veille de Thanksgiving prend alors une résonance plus cruelle et encore, pendant que des millions de gens s'orientent vers le foyer. Les retrouvailles, la répétition rassurante des liens familiaux. Un autre homme s'est préparé à couper les liens, et à faire comme s'ils n'existaient pas. Pendant que beaucoup rentraient quelque part, lui se préparait à disparaître quelque part. Le contraste est puissant. Il donne à l'affaire un arrière-goût presque rituel. La fête des appartenances devient le décor d'un acte d'arrachement. Le monde s'est rassemblé. Lui s'efface. Le pays pense à la maison. Lui pense à la fuite. C'est une version donnée au récit une profondeur presque tragique. Car il n'y a pas seulement un crime. Il y a une rupture symbolique avec le mouvement général du monde. Et il faut enfin s'approcher du dernier seuil. Que lui qui mène de l'avant obscure l'action visible. Il laisse là, à quelques espaces seulement. Les annonces de départ, le personnel. Les passagers qui montent, les sièges qui se remplissent. L'odeur spécifique de l'avion, mélange de tissus.
de métal, de chauffage et de carburant. Les sourires professionnels de l'équipage. L'extraordinaire ordinaire d'un volume de routine. C'est dans cet environnement tellement balise qu'un homme s'assied avec. Dans son attaché qui est dans son esprit. En dérèglement intérieur, la cabine devient alors plus qu'un lieu. Elle devient une frontière entre deux mondes. Celui où il est encore un inconnu parmi d'autres. Et celui où il commencera à dicter les conditions, mais si le passage n'est pas brutal. Et c'est cela qui les rend si captivantes. Le drame ne se jette pas sur les gants. Il se déplie avec douceur, presque avec courtoisie. Une billette, une mot, une phrase basse, la menace habillée comme une formalité. Avant cela, pourtant, il y a une seconde suspendue que personne n'a vu vraiment, sauf lui. Le moment exact où il comprend qu'il va aller jusqu'au bout. Peut-être se situe-t-il au comptoir. Peut-être dans la passerelle, peut-être une fois assise. En voyant que rien ne s'oppose à sa présence, peut-être quand l'avion ferme ses portes et que le monde extérieur devient soudain inaccessible sans décision de sa part. C'est un instant minuscule et pourtant gigantesque, car c'est là que l'intention devient destin. Là que l'homme est ordinaire, s'il l'est jamais encore. C'était définitivement la place à l'énigme. La qu'un passager cesse intérieurement d'être passager. Et c'est ce qui rend cette affaire presque impossible à épuiser, même avant le saut, même avant la nuit, même avant la disparition physique. Il y a déjà une disparition plus secrète en cours, la disparition de l'homme ancien dans les personnages qu'il se fabrique. Peut-être que le vrai premier effacement de Cooper n'a pas eu lieu dans les forêts sombres du nord-ouest américain. Peut-être qu'il commence plus tôt. Dans un terminal éclair, au milieu de visages précis. Quand un homme a compris qu'il pouvait utiliser la confiance générale comme un couloir vers l'inconcevable, peut-être qu'à cet instant précis. Sans que personne autour de lui ne s'en doute, il s'est déjà retiré de la communauté des autres. Il parlait encore leur langue, portait leurs vêtements, suivait leurs procédures, mais il ne partageait plus leur horizon. Ils voyageaient pour arriver, lui voyageait pour s'arrêter. Lorsque l'on revient ensuite à la cabine, à l'hôtesse, au billet, à la bombe annoncée, à la rencontre, à la tension qui montait sans éclat. Tout cela apparaît sous une lumière nouvelle. Rien n'y semble improvise. Rien n'y semble naïf. Le volume 305 n'est pas le point de départ du récit, c'est son dévoilement. Le vrai commencement se trouve avant. Dans cette longue préparation invisible, un homme a lentement accordé son esprit à une seule ligne de fuite. C'est cette préparation silencieuse qui donne à tout ce qui suit sa cohérence claquante. Sans elle, Cooper ne serait qu'un opportuniste hardi. Avec elle, il devient autre chose, une volonté compacte. Un projet porté à maturité dans l'ombre, un homme qui a choisi de se faire assez commun pour qu'on le laisse approcher du moment où il cessera de l'être. Et plus on regarde qu'avant, plus une émotion étrange s'installe. Pas de l'admiration, certainement pas. Plutôt ces malaises spécifiques que produisent les histoires où le danger a vécu longtemps à l'intérieur du quotidien sans que personne n'en entende le bruit. C'est une émotion presque domestique. Presque in time. Elle nous force à envisager que des existences entières puissent se dérouler à côté de nous sans que nous comprenions, si qu'elles préparent au fond d'elles-mêmes. L'affaire dit, Cooper n'est pas seulement le récit d'un détournement audacieux. C'est aussi une méditation sinistre sur l'opacité humaine, sur tout ce qu'un visage peut cacher, sur tout ce que la politesse peut dissimuler. Sur que de vérité dérangeante est que certains hommes savent emprunter les codes du monde civilisé uniquement pour mieux les tromper. Ainsi, quand vient enfin les moments où le homme s'installe, commande comme son verre, observe sans doute la cabine et attend le moment précis pour remettre son message. Il ne faut pas voir seulement l'ouverture du drame.
Il faut voir l'aboutissement d'un mur. Tout qui précède converge vers si calme-là. Toute l'opacité de son passé, toute la fatigue de l'époque, toute l'intelligence froide de son choix de date, toute la force d'un système trop confiant. Tout cela s'assemble dans cette scène apparemment simple, un homme assis. Une hôtesse qui approche, un volume très court. Et sous cette surface presque terne, un basculement déjà total. À partir de là, ceux qui l'entourent vont apprendre à le connaître par fragments. Un regard, une voix, une exigence, un geste. Mais nous, en revenant en arrière, nous comprenons quelque chose de plus sombre encore, avant même qu'il parle, avant même qu'il menace, avant même qu'il réclame. Cooper était déjà ailleurs, pas géographiquement. Intérieurement, il avait quitté le monde comme un quelque espace avant d'entrer dans l'avion. Peut-être quelques semaines avant, peut-être bien plus tôt. Et c'est là, au fond, qui rend la suite si inexorable quand il tient si billet. Il ne commence pas son histoire, il la révèle. Florence Schaffner avait probablement déjà vu des centaines de visages semblables, des hommes pressés, des hommes solitaires, des hommes trop sous d'eux, des hommes déjà ailleurs avant même que l'avion ne décolle dans une cabine. Les visages passants, les demandes se ressemblantes. Les voix se confondant, on apprend à repérer les impatiences, les ivrognes, les nerveux, les charmeurs fatigues. Ceux qui voulaient paraître importants et ceux qui voulaient seulement qu'on les laisse tranquilles. L'homme assis au fond n'avait rien de plus mémorable qu'un autre. C'était même peut-être celle-là, la plus troublante. Il n'essayait pas d'être vu, il occupait l'espace avec une discrétion presque méthodique. Comme s'il savait déjà que la vraie puissance n'appartient pas toujours à celui qui attire les regards, mais à celui qui sait exactement à quel moment les capturer. Le Boeing 727 avait quitté Portland avec cette mécanique rassurante propre aux vols courts. Le roulage, l'accélération, la poussée qui enfonce légèrement les corps dans le siège. Puis la montée régulière, la ville qui se retire, les routes qui deviennent des lignes fines, les maisons détachées palaises, les vies humaines soudain réduites à des formes, dans six genres de volume. Tout semble provisoire, on ne s'installe pas pour longtemps. On attend simplement l'arrivée, cette brevité produit chez les passagers une forme de relâchement. On ne se projette pas dans un voyage, on supporte juste une transition. C'est précisément là que résidait une part du génie sombre de Cooper. Il ne détournait pas son long trajet chargé de fatigue et de complexité. Il détournait un morceau de temps presque négligé, une parenthèse que personne ne jugeait assez vaste pour contenir un basculement historique. Il avait commandé un bourbon du 7-Up, le geste. Plus tard, entrerait dans la légende comme beaucoup de détails minuscules dans les affaires qui survivaient à leur propre époque. Mais sur le moment, il n'était qu'une commande de plus. Une habitude parmi d'autres, une consommation comme la cabine n'entendait chaque jour. Rien dans la manière de demander ne devait annoncer ce qui venait, c'est là toute l'horreur discrète de la scène. Le drame ne surgit pas comme une rupture visible. Il se glisse dans le décor à la manière d'une formalité. Il prend d'abord la forme d'une vraie pause, d'une voix basse, d'une immobilité presque élégante, puis viennent ses gestes QUI. À lui seul, a change la texture de toute l'affaire. Il tend de Florence Schaffner un petit papier plié. Là encore? Tout se joue dans la banalité du geste, un billet dans un avion. Cela peut être n'importe quoi. Une note maladroite, un numéro de téléphone, une invitation. Pendant un instant, l'hôtesse croit sans doute à l'une de ces tentatives que les femmes apprennent à reconnaître avant même qu'elles ne les lisent. Un homme en costume, un volume court. Une hôtesse captive d'un sourire professionnel. Le scénario est juste.
presque prévisible. Elle regarde peut-être le papier sans l'ouvrir. Et c'est là qu'elle homme, sans hausser le ton, sans mise en scène, prononce la phrase qui retire au réel sa surface ordinaire. Mademoiselle, vous feriez mieux de lire. J'ai une bombe. Il n'est pas nécessaire d'imaginer un cri. C'est même l'inverse qui donne à quelque instant sa puissance dans les histoires de catastrophes. On pense toujours au fracas, au débordement, à la panique visible. Mais certaines signes sont plus terribles lorsqu'elles se contractent au lieu d'exploser. À partir du moment où Schaffner intensifié, le monde ne s'élargit pas. Il se resserre, l'air change. Le bruit du moteur semble peut-être plus lourd. Les rangées de sièges cessent d'être une simple disposition pratique. Elles deviennent un piège. Les passagers autour continuent probablement à respirer, à regarder distraitement par le hublot. Et attendre Seattle, sans savoir que le volume vient d'entrer dans une zone où chaque geste peut désormais passer sur la vie de tous. Elle s'assoit près de lui. Il ouvre légèrement sa serviette. Il montre ainsi qu'il présentait comme une bombe. Les récits de l'affaire ont longtemps retenu cette image. Des cylindres rouges, des fils. Quelque chose d'assez convaincant pour que le doute ne soit plus possible est en vérité. Le doute n'avait pas besoin d'être dissipé complètement dans ce type de situation. Il suffit que la menace soit plausible. Il suffit qu'elle ne puisse pas être écartée d'un simple regard. Cooper l'avait compris. Il ne cherchait pas à produire un spectacle de terreur. Il cherchait à installer une certitude pratique. On ne doit pas tester ma parole. Cette nuance est essentielle, parce qu'elle éclaire toute sa méthode. Il ne gouverne pas par l'excès. Il gouverne par la crédibilité. Le billet contient ses exigences. $200,000 en billet de $20. 4 parachutes, le chiffre lui-même est frappé par sa précision. Il n'est ni délirant ni modeste. Il appartient à cette zone calculée où la somme est suffisamment énorme pour transformer le crime en événement majeur. Mais suffisamment réaliste pour être réuni dans l'urgence. On sent derrière que te demande un esprit qui a réfléchi au poids, au volume, aux temps, à la négociation, ainsi qu'un système peut céder sans se fondre instantanément. Ce n'est pas une rencontre lancée au hasard. C'est une somme formulée par quelqu'un qui a compris qu'un plan réussi dépend moins de l'ambition brute que du dosage exact entre audace et faisabilité. Schaffner transmet les informations. Désormais, le cockpit n'est plus seulement le centre technique de l'appareil. Il devient l'un des nœuds d'une négociation suspendue au-dessus du paysage. Les pilotes recueillent l'information, la relayent. Au sol, quelque part. Des téléphones sonnent, des responsables s'agitent. Des policiers et des agents fédéraux commencent à comprendre qu'ils n'ont pas affaire un simple déséquilibre dans l'avion portant. Rien n'a encore pris une forme spectaculaire pour les passagers, et c'est ce décalage qui donne à la scène sa tension la plus insoutenable. D'un côté, les autorités et l'équipage savent que chaque minute compte. De l'autre, des gains lisent peut être un journal. Ajustant leur manteau, pensant à leur soirée. Deux réalités superposées, deux niveaux de conscience séparés par quelques rangées de sièges et un secret maintenu par nécessité. Cooper, lui, ne semble pas presse. C'est un trait qui revient sans cesse lorsqu'on cherche à le saisir. Il ne donne jamais l'impression d'être emporté par son propre acte. Il reste contenu. Mesure, presque administrative dans sa manière de diriger le chaos. Il ne se comporte pas comme un homme en train de perdre pied. Il se comporte comme un homme qui a choisi sa scène et refuse de laisser le rythme à quelqu'un d'autre. Cette maîtrise, même si elle n'exclut pas en lui une attention invisible, a un effet immédiat sur les autres dans une prise d'otages. La panique circule vite, mais le calme autoritaire aussi. En gardant une diction basse, en donnant des consignes claires,
et ne se donne pas à l'énervement inutile. Cooper empêche les drames de prendre une forme explosive qui pourrait lui échapper. Il tient la cabine comme on tient un animal nerveux, sans gestes brusques, sans crisp, mais avec la certitude que toute résistance aurait un prix. Il demande que l'appareil continue vers Seattle. Le trajet reste court, mais il devient soudain interminable, parce que la durée ordinaire du volume est remplacée par une durée psychologique. Chaque minute est plus chargée. Chaque déplacement dans l'allée a une pointe. Chaque échange de regards entre membres d'équipage charrie une signification nouvelle. Florence Schaffner pour Stina Mucklow. L'autre hôtesse qui jouera un rôle crucial, naviguant désormais dans un territoire où le service, l'obéissance, l'intelligence sociale et l'instinct de survie ne font plus qu'une. Il faut écouter sans provoquer, répondre sans discuter, transmettre sans aggraver, et surtout continuer à maintenir une forme de normalité apparente pour ne pas transformer la cabine en théâtre de panique. Ce qui se joue alors est moins visible qu'un affrontement, mais peut être plus exigeant encore. Personne ne peut se permettre l'erreur de ton, un mot trop sec. Un regard interprété comme du mépris, une précipitation mal comprise, et l'équilibre peut se rompre, or Cooper donne précisément l'impression de se nourrir de cet équilibre fragile. Il n'a pas besoin de violence immédiate parce qu'il sent que tout le monde comprend déjà sa position de force. Il devient alors une présence presque géométrique dans l'espace. Le point fixe autour duquel tout le reste s'organise. Les hôtesses se déplacent en fonction de lui. Les pilotes parlant au sol à cause de lui. Les autorités négociant avec lui sans le voir. Les passagers, même sans tout savoir, sont déjà retenus par sa seule décision. Il est seul. Mais il occupait la totalité de l'événement. Pendant 6 temps. Au sol, la nouvelle se propage dans des cercles de plus en plus larges. On mobilise l'argent, on rassemble les parachutes. On calcule, on anticipe. On craint un piège. On redoute qu'un geste trop agressif ne provoque la mort de dizaines de personnes. Si équirent ces moments, si fascinants dans les grandes affaires, c'est ce que le pouvoir change brutalement de camp. Mais sans cérémonie. Tout un appareil institutionnel se met à courir derrière le tempo d'un seul homme installé à bord d'un avion commercial. La compagnie aérienne, la police, l'État fédéral, les procédures d'urgence, toutes celles s'organisent désormais autour d'une volonté individuelle. Si renversement est humiliant pour les institutions, mais il est aussi révélateur. Il montre que les systèmes les plus solides possèdent toujours un point faible. Ils supposent une certaine coopération du monde réel. Ils sont efficaces tant que la majorité joue encore selon les règles. Mais quand quelqu'un décide de transformer la confiance en outil contre eux, elles doivent soudain improviser leur propre défense à partir de leur lenteur. Dans la cabine, Cooper fait preuve, selon les témoignages, d'une politesse presque surréelle par instance. Il ne s'agit pas d'un détail anecdotique. Cette courtoisie relative participe pleinement de sa stratégie et du trouble durable qu'il suscitera plus tard. L'imaginaire collectif aimait les figures nettes, le monstre brutal, le héros russe, le fou flamboyant. Cooper dérange parce qu'il refuse cette simplicité. Il menace avec calme. Commande avec Misher. Puis semble presque agréable. Puis rappelle d'un mode qu'il détient de quoi faire sauter l'avion. Cette coexistence entre surface civilisée et violence potentielle rend sa présence beaucoup plus difficile à absorber moralement. On ne peut ni l'idéaliser proprement, ni le réduire à une caricature. Il flotte dans une zone plus ambiguë, plus toxique, où l'intelligence et les sang-froid deviennent des outils de contrainte à mesure que l'appareil approche de Seattle. Le jour décline. Le nord-ouest américain prend ses couleurs sourdes, humides, métalliques, qui semblent déjà préparer la nuit à venir, la météo. Même si elle n'écrase pas encore la scène, est déjà là comme une présence inattente. On est más au loin. L'histoire ne le dit pas encore ouvertement.
Mais la nature, elle a osé. Va bientôt entrer dans le récit pour l'instant portant. Tout se concentre sur l'atterrissage. Seattle-Tacoma devient un point magnétique. Les passagers ne savent pas encore ce qui sera la presse. L'équipage sait qu'une phase décisive arrive. Cooper. Louis. Attend la remise de ses QUI la demande comme si cette partie-là du plan ne posait presque aucun doute. L'avion touche le sol en fin d'après-midi. Et avec si simple contact des roues sur la piste, la tension ne se dissipe pas. Elle change d'état. Sinistre place la tension abstraite d'un volume menace. C'est la tension concrète d'une transaction. L'appareil est dirigé vers une zone isolée du tarmac. Loin des regards inutiles, loin du terminal. Loin de cette foule que les aéroports fabriquent toujours et qui, dans pareil contexte, deviendrait un risque supplémentaire. The horse. Les véhicules, les agents. Les responsables se tiennent à distance. On n'est place dans un transport aérien. On est dans un huis clos industriel. Metal. Lumière artificielle. Bitume humide. Nous qui descendent, hommes tendus derrière des procédures improvisées. Tout semble déjà appartenir à une autre dimension du réel. Cooper a donné des consignes précises. Il veut l'argent. Il veut les parachutes. Il veut que les choses se passent sans surprise. Il exige également un ravitaillement pour la suite. Comme si Seattle n'était pas une fin, mais une escale dans un plan encore plus vaste. C'est l'un des points où le récit prend véritablement sa profondeur vertigineuse, car ainsi y stayed. Un pirate de l'air moins résolu aurait pu chercher une sortie, un arrangement. Une fuite au sol. Cooper, Louis, ne se contente pas de réussir le détournement. Il prépare déjà sa disparition après le détournement. Son imagination ne s'arrête pas au moment où l'argent de Louis sera remis. Elle se prolonge dans le vide. Dans la nuit? Dans la suite du volume, c'est cela qui donne à l'affaire sa qualité presque irréelle. Il ne vote pas seulement Gagner. Il veut se retirer de la scène importante avec Louis une partie du sens même de ce qui s'est produit. Au moment de la remise, chaque geste doit être exact. Un représentant de la compagnie approche avec les sacs. On a pris soin de noter les numéros de série des billets. Là encore, detail bureaucratique en apparence, mais detail charge dans un sens immense. Cedar. Oui, renoncer. Non, mien obéissante. L'institution prépare la chasse. Elle imprime une mémoire dans l'argent même. Comme si elle se disait, puisque nous devons lui donner ce qu'il réclame. Donnons-le lui sous une forme qui nous permettra un jour, peut-être, de le retrouver, le bitume, l'obscurité, les phares, la distance entre la porte de l'appareil et ceux qui approchent. Tout cela crée une scène étrange, presque théâtrale. On remet à un homme invisible une fortune réelle pour qu'il laisse vivre des gens bien visibles. C'est une négociation où la présence du pirate est partout et nulle part à la fois, à l'intérieur. Les passagers comprennent progressivement qu'il se passe quelque chose de beaucoup plus grave qu'un simple retard. Les mots circulent, ou peut-être seulement les regards, les consignes discrètes. L'électricité dans les gestes de l'équipage. Il y a dans ces moments un basculement psychologique profond. Tant qu'on ne sait pas, l'imagination flotte. Mais quand les indices s'accumulent, le corps comprend avant même la pensée claire. Le silence d'une cabine peut devenir plus parlant qu'un cri. Certains ont dû ressentir cette inquiétude physique. Saurde, c'est ce qui prend au ventre avant d'atteindre l'esprit. S'il n'était plus un volume perturbé, qui était un volume ténu. Et pourtant, malgré la gravité absolue de la situation, Cooper ne transforme pas les passagers en public de sa domination. Il n'a pas besoin de leur faire pur honneur. Leur existence dans l'avion suffit à nourrir son levier. C'est une différence cruciale avec d'autres criminels plus théâtraux.
Ils ne cherchent pas à jouer de leur terreur visible, ils les utilisent comme masse négociable. C'est qui ne les rend pas moins dangereux, bien au contraire. Cela indique chez lui une séparation place froide entre l'émotion humaine et l'efficacité du plan. Les gains à bord ne sont pas, pour lui, des cibles au sein personnel. Ils sont une condition, et cette manière de réduire les autres à une fonction, sans besoin d'humiliation superflue, produit une impression beaucoup plus glaciale que la fureur. L'argent arrive, les parachutes arrivent. L'échange se fait. Et soudain, quelque chose de presque irréel se produit, Cooper accepte que les passagers soient libérés. Il ne garde avec lui que l'équipage nécessaire à la poursuite du plan. Sur le moment. Pour ceux qui descendent de l'appareil, cela a dû ressembler à un retour brutal vers le monde ordinaire. Quelques minutes plus tard, elles s'étaient enfermées dans un tube métallique sous la menace d'une bombe. À présent, ils retrouvent le tarmac. L'air froid, la terre ferme. Les lumières de l'aéroport, les agents. Les questions. Ils sont vivants? Mais ils sortent aussi d'un récit QUI. Paradox element. Ne fait que commencer, ils quittent la scène humaine de l'affaire. Si QUI suite appartiendra à une matière plus obscure, plus récurrente, presque mythologique, à mesure que les passages descendent. La cabine se vide, et si vide modifie tout. Un avion rempli est un espace social, un avion presque vide devient une machine. Les corps anonymes qui faisaient d'écran ont disparu, il reste désormais la structure nue du plan. Cooper, l'équipage. L'argent, les parachutes. Le carburant, la nuit. La disparition progressive des témoins donne à l'histoire une autre tonalité. Elle cesse d'être seulement un détournement guerre. Elle devient l'approche d'un acte encore plus audacieux, plus intense peut-être. On sent que le premier drame, celui de la menace dans la cabine, est en train de se transformer en second drame, celui d'une fuite dont personne ne sait encore vraiment jusqu'à où elle ira. Les hôtesses et les pilotes qui restent à bord entrent alors dans une autre relation avec lui. Les rôles sont plus nets. Les marges plus étroites. Il donne ses instructions pour le second volume. Il veut mettre le cap vers le sud. Vers Mexico selon si qu'il annonce d'abord. Avec une escale de ravitaillement prévue à Reno, il exige une altitude relativement basse. Une vitesse réduite. Volet sorties à un certain angle. Train d'atterrissage non totalement rentré selon les versions discutées dans les récits. À ce stade, la précision technique de ces demandes frappe fortement les professionnels. S'ils ne sont pas des caprices d'amateurs, s'ils sont des paramètres qui suggèrent, sont le prouver complètement, qu'il connaît suffisamment les capacités du 727 pour imaginer l'étape suivante. Et cette étape, même si elle n'est pas encore prononcée clairement, prend déjà la forme d'un impossible. Il ne compte pas finir au sol. Il compte continuer vers un point où le ciel lui-même deviendra sa sortie. Il y a alors, dans cette cabine presque vide, quelque chose de spectral. Le bruit des moteurs, les sièges maintenant déserts. Les plateaux peut être encore marqués par les gestes interrompus des passagers qui ne savaient pas qu'ils participaient à un épisode historique. Les allées plus vastes tout à coup. Les lumières de service, l'odeur du métal chauffe. De l'air recycle, du carburant. Et au milieu de cela, cet homme en costume sombre qui a obtenu exactement ce qu'il voulait. Ou presque, et qui ne montre toujours ni triomphe ni agitation. Il avance vers l'étape suivante avec la même sobriété que vers la première. C'est ce qui donne à l'ensemble une cohérence presque inhumaine. La plupart des gens connaissent dans la réussite une forme de relâchement nerveux. Lui non. Comme si l'argent n'était qu'un outil parmi d'autres, comme si le cœur du plan ne résidait pas dans la rencontre. Mais dans ce qui doit encore suivre, le ravitaillement prend du temps.
et si temps. Dans une scène pareille, est un personnage à part entière, place il dure, place il use les nerfs, place il ouvre la porte aux erreurs. Aux malentendos, à la fatigue. Portant, Cooper tient, l'équipage tient, des horreurs. Les autorités continuent de calculer, certains. Sans doute, espérant encore une faille. Une occasion d'intervention, mais chaque option paraît chargée de risques. La bombe, vrai ou non? Sophita figure une partie de l'audace institutionnelle. On n'attaque pas à la légère un homme qui a déjà démontré sa discipline et qui se trouve enfermé dans un appareil avec des vies humaines. Alors on gagne du temps, on obéit à ses pour éviter l'irréparable. On prépare un secret qui pourra l'être ensuite. Toute la scène est gouvernée par cette double logique. Cider maintenant pour préserver les vies, pour suivre plus tard pour tenter de reprendre la main. Finalement, les préparatifs sont achevés. L'appareil est prêt à repartir, et c'est là que la partie la plus connue de l'affaire approche à grands pas. Mais avant d'entreplanement, il faut s'arrêter sur ces huiles. Parce que toute la force dramatique de la soirée se condense ici. Un homme a pris le contrôle d'un volume régional avec un calme glaçant. Il a forcé une compagnie aérienne et les autorités à lui livrer une somme énorme et plusieurs parachutes. Il a fait poser l'appareil à Seattle. A obtenu la libération des passagers et impose les conditions d'un second décollage. Et il est encore là, imperturbable, dans cette cabine presque désertée, comme s'il se préparait non plus à négocier. Mais à s'évanouir, il est rare qu'un récit criminel possède un tel sens de la progression. D'abord la menace discrète, presque in time. Chuchotis à une hôtesse, puis la révélation au cockpit. Puis la mise en tension progressive de l'appareil, puis l'atterrissage. Puis la rencontre, puis la libération des passagers. Chacune de ces étapes pourrait se faire à définir une affaire entière, mais ici elles ne sont que des marches. Tout semble monter vers autre chose, quelque chose de plus nu, de plus dangereux, de plus fou. Et c'est peut-être à ce moment précis que l'histoire cesse définitivement d'appartenir au domaine des faits divers ordinaires. On pouvait encore croire à une issue policière, à une encirclement, à une arrestation, à une reddition possible, à partir du moment où l'avion s'apprête à reprendre l'air avec Cooper. L'argent, les parachutes et un équipage réduit. Une autre intuition s'impose. Cet homme ne cherche pas une sortie. Il cherche une absence. La nuit est maintenant une matière active. Si n'est pas seulement l'heure tardive, c'est un environnement. Elle couvre les pistes, épaisse les distances, brûle les lignes, prépare le territoire où il compte s'effacer. Dans beaucoup d'histoires criminelles, la nuit sert de décor. Ici, elle est presque une complice muette. Elle attend, et plus l'on s'approche du second décollage. Plus on sent que tout ce qui s'est passé jusqu'ici, aussi extraordinaire que cela paraisse, n'était encore que la partie visible du plan. Le vrai pari de Cooper n'était peut-être pas de prendre un avion, qu'était d'en sortir ailleurs que dans le monde prévu pour les autres. Quand enfin les moteurs reprennent leur rôle. Quand le Boeing se prépare à rouler de nouveau, si n'est plus le même appareil qu'au départ de Portland. Le premier volume transporta des inconnus, des habitudes, des attentes modestes. Le second transportait une énigme en formation. À bord, chaque présence a désormais conscience qu'elle participe à un moment dont les conséquences dépasseront largement la soirée. Les pilotes suivent les consignes tout en sachant qu'ils ne maîtrisent plus totalement le son du trajet. Les hôtesses restantes vivant dans la proximité immédiate d'un homme qui n'a pas encore montré tout ce qu'il compte faire. Les autorités au sol voyant l'appareil repartir avec cette humiliation terrible, il emporte l'argent, les parachutes, le pirate. Et avec juste la possibilité que toute l'affaire glisse hors du cadre prévu. Quant à Cooper lui-même,
Il s'avance vers la suite avec la même retenue, la même économie de justesse, le même mystère. C'est là que le chaos prend sa forme la plus pure. Pas le chaos du désordre apparent, du bruit et de la foule. Un chaos plus redoutable, parce qu'il a l'air maîtrise. Un chaos habile et en plan. Un chaos qui ne détruit pas encore. Mais qui retire peu à peu au monde ses garanties, car tout ce qui devait empêcher un tel homme d'arriver jusque-là a déjà échoué. Le contrôle social, la routine des compagnies, la sécurité de l'époque, l'anticipation des autorités, la lecture des visages, les procédures de crise. Rien n'a suffi à l'arrêter avant si second décollage, et cette seule constatation donne au récit une noirceur presque métaphysique. Elle signifie qu'un individu assez patient, assez lucide et assez froid pour forcer la réalité à se plier à lui pendant plusieurs résistances que personne ne parvient à la refermer. Le Boeing repart alors dans la nuit, laissant derrière lui Seattle. Les passagers libérés, les tarmac. Les regards tendus, les véhicules. L'argent désormais hors de portée immédiate. Il importe aussi quelque chose d'autre. Plus intangible mais plus durable encore, la certitude que le monde ordinaire vient d'être perçu par une volonté singulière et qu'on ignore encore jusqu'à où cette brèche va s'étendre. La découverte et le chaos n'étaient donc pas. Dans cette affaire, un simple moment de crise, il s'éteint une métamorphose. Un volume régulier est devenu une scène criminelle. Une scène criminelle est devenue une négociation. Une négociation est devenue le prélude d'une disparition. Et à l'instant où l'appareil s'enfonce dans le ciel noir, on comprend que le cœur du mystère, le vrai cœur, n'est pas dans la bombe, ni dans la rencontre, ni même dans le détournement. Il est dans la décision tranquille d'un homme qui semble croire qu'entrer un avion est la nuit. Il existe un passage où l'on peut quitter le monde des autres sans jamais rendre son nom. Quand le Boeing 727 quitte Seattle une seconde fois, il n'importe plus des passagers ordinaires vers une destination ordinaire. Il importe une absence en train de se fabriquer. C'est peut-être cela qu'il faut comprendre avant tout. D. B. Cooper n'était déjà plus seulement un homme tenant un avion sous la menace d'une bombe. À cet instant précis, il devenait une vidéo venue. Une silhouette en train de négocier sa propre sortie du monde visible, le détournement. La rencontre, les consignes techniques. Tout cela n'était peut-être que la première enveloppe de l'histoire, la seconde. Plus étrange, plus durable. Commencé dans ce moment où l'appareil reprenait de l'altitude avec un équipage réduit, quelques parachutes. $200 000 en billets de vente, et un homme dont personne ne pouvait dire avec certitude s'il s'apprêtait à fuir. Assez suicidaire, assez transformé en légende ou à disparaître dans une forme d'obscurité si totale qu'elle finirait par contaminer tout le récit. À bord, l'espace avait changé de nature. Une cabine pleine appartient au bruit, aux gestes répétés, aux besoins multiples. À cette petite démocratie pratique du transport aérien où chacun existe à travers son siège, ses bagages, sa fatigue, ses demandes, une cabine presque vide. En revanche, devient un territoire psychologique. Elle fait remonter les sons les plus infimes, elle isole les regards. Elle transforme le métal. La lumière et l'air recyclent un élément d'un huis clos presque clinique. Il n'y avait plus cette foule anonyme qui amortit les drames. Il n'y avait plus cette masse humaine qui protégeait paradoxalement les individus en diluant l'attention. Il ne restait que les sentinelles nues du plan, les pilotes au poste. Tina McLeod dans l'orbite immédiate de Cooper, la machine. La nuit, l'argent. Les parachutes. Tout ce qui allait suivre se jouerait dans cette raréfaction. Et plus le monde autour d'eux se simplifiait, plus l'inconnu au centre de la scène devenait difficile à saisir. Dans les récits qui survivront, Tina McLeod apparaît souvent comme la dernière présence humaine vraiment proche de lui, celle qui a pu entendre sa voix.
percevoir ses manières. Centers attention au son absence de tension. Observer de très presque homme qui s'apprête peut être défier à la fois la police. La météo, la gravité et la mort. Il faut imaginer ce que signifie cette proximité. Servir un pirate dans une cabine presque vide. Ce n'est pas seulement accomplir des gestes professionnels sous contrainte, c'est vivre dans une zone où chaque seconde devient interprétation. Un mot peut sembler banal et pourtant contenir un ordre. Un silence peut être du contrôle, du calcul, de la concentration ou le bord d'une violence près de surgir, chez Cooper. Selon les témoignages, cette ambiguïté restait entière. Il ne criait pas, il n'avait pas besoin de se fabriquer une brutalité démonstrative. Son autorité venait précisément de cette retenue. Il gouvernait la situation comme un homme qui ne se voit pas un acteur de crise, mais comme quelqu'un qui suit un itinéraire intérieur déjà tracé, et cet itinéraire prenait maintenant une forme technique de plus en plus nette. Il avait donné des instructions de volume suffisamment précises pour impressionner ou troubler les professionnels, une altitude relativement basse, une vitesse réduite, les volets réglés d'une certaine manière, la cabine non pressurisée, des paramètres qui n'appartenaient pas au vocabulaire spontané d'un amateur complet. Depuis des décennies, ces détails alimentent les hypothèses. Un chaîne militaire, parachutiste en train. Technicien de l'aviation, homme ayant au moins étudié de près le fonctionnement du 727. Pourtant, même si ces suppositions ne puissent rien, car connaître partiellement un appareil n'explique pas le plus étrange, le choix d'aller au but. Beaucoup d'hommes pouvant accumuler des connaissances très peu transforment ces connaissances en un acte où leur propre corps deviendra l'instrument final du plan.